Le 2 décembre 1971, le jour où les Émirats arabes unis ont été officiellement fondés, et cela devait être un jour de joie pour eux. Mais il y a seulement 2 jours, l'Iran a commis un sale coup qui a transformé les Émirats arabes unis en ennemis jurés du jour au lendemain. Le matin du 30 novembre, les forces iraniennes ont débarqué sur Abu Moussa, la Grande Tombe et la Petite Tombe. Les Émirats arabes unis revendiquèrent ces îles. Quand les forces iraniennes ont pris le contrôle, elles ont expulsé les Arabes locaux, détruit postes de police et écoles, puis déclaré les îles territoires iraniens. Aujourd'hui, presque tous les voisins de l'Iran le détestent. Il y a 2 raisons à cela. La première est le conflit chiite-sunnite, clairement visible. La seconde raison est la manière dont l'Iran utilise cette division pour atteindre ses objectifs. Peu importe si YouTube tente de supprimer cette vidéo à cause du sujet, je révélerai cette vérité. Vous pouvez rendre YouTube juste en appuyant sur j'aime. Merci. Après le début du conflit entre l'Iran et Israël, l'Iran a fait quelque chose que presque personne ne pouvait croire au premier abord. C'était un pays musulman qui attaquait un autre pays musulman. Mais ensuite, ils ont découvert la division chiite-sunnite, le récit qui a été présenté au monde comme la véritable cause des conflits. La cause profonde de ce conflit a commencé avec une scission qui a eu lieu au 7e siècle. C'était juste après la mort du prophète Mahomet. La question à cette époque était simple mais explosive. Qui devait diriger le monde musulman après lui ? Un groupe pensait que le leadership devait revenir à Ali ibn Abi Talib, le cousin et gendre du prophète, et que seuls ses descendants avaient le droit légitime de diriger. Ce groupe est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui les chiites. Mais de nombreux compagnons du prophète pensaient que la réponse passait par la consultation. Ils estimaient que le dirigeant de la communauté musulmane, appelé le calife, devait être désigné par accord entre les membres les plus respectés de la société. Cela ne devait pas se faire par la lignée, ni par l'héritage, mais par une décision collective. À l'issue de ce processus, Abu Bakr, proche compagnon et beau-père du prophète, a été choisi comme premier calife. Ceux qui ont accepté cette décision et suivi cette voie sont devenus ce que nous appelons aujourd'hui les musulmans sunnites. Ce désaccord, survenu il y a plus de 1000 ans, n'a jamais vraiment été résolu. Pendant plusieurs siècles, cela est resté en grande partie une dispute théologique. Mais au XVIe siècle, la dynastie safavide en Iran a pris la décision délibérée de faire de l'Iran un État officiellement chiite. Et la raison n'était pas purement religieuse, elle était stratégique. Ils voulaient se séparer politiquement du puissant empire ottoman sunnite, juste à côté. Dès lors, l'identité sectaire n'a plus été seulement une question de foi. Elle est devenue un outil de gouvernance et de rivalité politique. Et cette dynamique a perduré pendant près de 500 ans. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Environ 85 à 90% des musulmans dans le monde sont sunnites. Les musulmans chiites ne représentent que 10 à 15% à l'échelle mondiale. Ils n'ont de majorité claire qu'en Iran, en Irak et en Azerbaïdjan. D'importantes minorités chiites existent également au Liban, au Yémen, à Bahreïn, au Koweït, en Arabie Saoudite, au Pakistan et en Afghanistan. Mais depuis 1979, l'Iran s'est constamment positionné comme le protecteur des communautés chiites à travers le monde musulman. Cette position leur a apporté du soutien, mais ce n'était pas suffisant. Alors ils ont utilisé une tactique de génie. Ils se sont aussi présentés comme la voix des opprimés face à l'influence occidentale et des pays du Golfe. Cette manière de se présenter a donné à l'Iran une portée idéologique bien supérieure à ce que sa seule taille pourrait laisser penser. Mais cette même image est aussi devenue sa plus grande malédiction. C'était le 31 juillet 1987. Lors du pèlerinage du Hajj à la Mecque, des affrontements ont éclaté entre les pèlerins iraniens et les forces de sécurité saoudiennes. Plus de 400 personnes tuées lors d'affrontements, après des manifestations iraniennes non autorisées pendant le Hajj. Ils auraient manifesté contre les États-Unis et Israël. Cela a conduit à des émeutes et des bousculades, et l'incident a empoisonné la relation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Les Iraniens ont saccagé des ambassades à Téhéran en représailles, devenant l'un des points de tension majeurs entre les 2 pays. L'Arabie Saoudite et l'Iran sont plus que de simples rivaux politiques. Ils se disputent bien plus. Ils veulent être considérés comme le véritable leader du monde islamique. L'Arabie Saoudite possède les 2 saintes mosquées de la Mecque et Médine, ce qui lui donne une autorité religieuse unique dans le monde musulman sunnite. Ainsi, lorsque l'Iran, après 1979, a commencé à prétendre représenter l'ensemble de la communauté musulmane mondiale, Riyad a considéré cela comme un défi direct à sa propre légitimité. 2 pays, 2 idéologies, tous 2 prétendant parler au nom de l'islam. Mais ce n'était pas qu'idéologique. Lorsque l'Iran et l'Irak sont entrés en guerre, dans les années 80,
l'Arabie Saoudite a injecté des dizaines de milliards de dollars dans l'effort de guerre de Saddam Hussein, précisément pour stopper la propagation de l'idéologie révolutionnaire iranienne dans le monde arabe. Les Saoudiens redoutent surtout cette population de 10% qui conditionne leur stabilité interne. L'Arabie Saoudite compte une minorité chiite, représentant environ 10 à 15% de sa population. Elle est fortement concentrée dans la province orientale et dans des régions comme Qatif. La province orientale n'est pas une région ordinaire. Elle abrite la majeure partie du pétrole saoudien. Riyad soupçonne depuis longtemps l'Iran d'influencer la communauté chiite et de soutenir des troubles à Qatif et alentours, visant à déstabiliser le royaume de l'intérieur. Le soupçon est devenu une crise en 2016 lorsque l'Arabie Saoudite a exécuté le religieux chiite Nimr al-Nimr. Après l'incident, des manifestants iraniens ont attaqué l'ambassade saoudienne à Téhéran. L'Arabie Saoudite a rompu les liens diplomatiques et plusieurs alliés ont suivi. Les deux pays n'ont pas eu de relations officielles pendant 7 ans. L'Arabie Saoudite craint surtout pour son économie à long terme. Tout l'avenir de l'Arabie Saoudite repose sur Vision 2030, un plan ambitieux visant à transformer le royaume en un centre mondial d'investissement et de tourisme, et à aller au-delà de la dépendance au pétrole. Ce plan ne fonctionne que dans une région stable. Les frappes iraniennes contre les infrastructures énergétiques saoudiennes, qui ont eu lieu en 2019, puis à nouveau en 2026, sont perçues à Riyad comme des tentatives délibérées de faire dérailler la transformation économique de l'Arabie Saoudite avant qu'elle ne puisse réussir. Mais ce que l'Arabie Saoudite craint le plus, c'est le démon de l'Iran. Les responsables saoudiens l'ont dit clairement. Si l'Iran obtient l'arme nucléaire, l'Arabie Saoudite en fera de même. En 2026, l'Iran avait poussé l'enrichissement de son uranium à des niveaux proches de ceux nécessaires à la fabrication d'armes, et ce développement est devenu le facteur le plus déterminant dans les décisions de défense saoudiennes. Mais soudain, un médiateur est venu réconcilier l'Arabie Saoudite et l'Iran. En 2023, la Chine a négocié l'accord de Pékin entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, rétablissant les liens diplomatiques après cette rupture de 7 ans. Et en avril 2025, le ministre saoudien de la Défense Khalid Ben Salman s'est rendu à Téhéran et a rencontré directement le guide suprême Ali Khamenei. Il semblait, du moins en surface, que les deux parties choisissaient une rivalité maîtrisée plutôt qu'un conflit ouvert. Il est essentiel de comprendre ce que l'Iran pense réellement de l'Arabie Saoudite, car cette rivalité a deux facettes. Les dirigeants iraniens ne se voient pas comme agresseurs. Ils décrivent l'Arabie Saoudite comme une monarchie alliée des États-Unis, ayant historiquement soutenu des groupes extrémistes dans toute la région et œuvré activement à encercler l'Iran. Méfiance mutuelle ancrée des deux côtés, expliquant la difficulté à maintenir les accords diplomatiques. C'est ce qui s'est passé. Après les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran en février 2026, l'Iran a riposté en lançant des missiles et drones sur des villes saoudiennes, accusant le royaume d'aider les opérations occidentales. Tout ce que l'accord de Pékin avait permis de reconstruire s'est effondré presque aussitôt. L'un des pires ennemis de l'Iran a versé le sang de millions de personnes. Non pas en quelques jours, mais sur 8 ans. La guerre Iran-Irak a duré 8 années brutales. La guerre a commencé en 1980 et a fait plus d'1 million de morts. Les deux camps ont été gravement touchés. Malgré cette histoire, ce qui s'est passé en 2003 a essentiellement offert à l'Iran tout ce qu'il aurait pu gagner sur le champ de bataille. La position de l'Irak dans cette rivalité diffère des autres pays, car il n'est pas seulement un voisin craignant l'Iran, mais aussi le pays le plus infiltré par Téhéran. En envahissant l'Irak et en démantelant la structure de pouvoir en place, les États-Unis ont supprimé la seule force retenant l'Iran à l'ouest. Les nationalistes irakiens qualifient la suite d'invasions rampantes menées non par des chars et soldats, mais par la politique, l'argent, les milices et la religion. Mais ce qui rend la situation de l'Irak vraiment compliquée, c'est que la rancœur envers l'influence iranienne traverse toutes les communautés, pas seulement une seule. Avant d'en parler, il me semble essentiel de rappeler comment la guerre actuelle avec l'Iran impacte notre monde. L'or et l'argent ont connu une forte percée au cours de la semaine dernière, dans un contexte de forte croissance du PIB nominal, qui devrait augmenter de 75%, en passant de 20 000 milliards de dollars en 2020 à 35 000 milliards d'ici. 2027, combiné à une inflation structurellement plus élevée, autour de 4% Artnet, souligne de puissants vents favorables pour les matières premières, y compris les métaux précieux. Par conséquent, nous souhaitons vous présenter une toute nouvelle entreprise, dont la structure de son actionnariat mérite d'être soulignée. Avec environ 30% détenus par le conseil d'administration, la direction et des associés proches, et 30% supplémentaires détenus par des investisseurs institutionnels, soit un total de 60% entre de bonnes mains. Cela pourrait témoigner d'une confiance dans la vision.
Nous présentons pour la première fois sur la chaîne le sponsor de cette vidéo, Canadian Goldfields Discovery, symbole CGMXF. Disponible sur des plateformes de courtage comme Fidelity, Schwab, Interactive Brokers et E-Trade. Pour moi, il faut se concentrer sur 4 grands thèmes pour mener vos propres vérifications et vos recherches sur Canadian Goldfields Discovery Corp. Une équipe de direction impressionnante et éprouvée, un projet aurifère dans une juridiction de premier plan, qui n'a pas été foré depuis de très nombreuses années, approuvé pour un forage qui va bientôt commencer, c'est le début, un stade précoce, avec 30% de participation des initiés et de la direction, et 30% de participation institutionnelle. Le nord-ouest de l'Ontario est une juridiction de premier ordre, qui a produit plus de 200 millions d'onces, troy d'or historique, provenant de camps comme Red Lake, Timmins, Emlo et Musselwhite. Canadian Goldfields Discovery est sans dette, possède 4,5 millions de dollars canadiens en liquidité, détient les permis, et lance bientôt son premier programme de forage. Le projet n'a pas été foré avec des méthodes modernes, systématiques et coordonnées. Les travaux historiques n'ont qu'effleuré la surface d'un système long de 14 km. Ce qui va se passer, c'est le premier véritable examen de ce projet. La semaine dernière, avec la chute des prix du pétrole, l'ensemble du secteur des actions aurifères a entamé un fort rebond. Faites donc vos recherches sur Canadian Goldfields Discovery, code CGMXF. Environ 60% de la population irakienne est chiite. De nombreux partis politiques et factions armées, qui dominent aujourd'hui la vie politique irakienne, entretiennent des liens financiers et organisationnels directs avec Téhéran et les gardiens de la révolution islamique, IRGC. Cela donne à l'Iran une influence sur la politique étrangère, la sécurité et l'énergie de l'Irak. L'instrument le plus visible de cette influence est les forces de mobilisation populaire, ou PMF. Ce sont des milices majoritairement chiites créées pour lutter contre l'État islamique. Elles ont joué un rôle clé dans la défaite de Daesh, mais après ce combat, elles ne se sont pas dissoutes et sont devenues des centres de pouvoir intégrés à l'État irakien. Mais beaucoup d'entre elles reçoivent leurs ordres de Téhéran plutôt que du Premier ministre irakien. La situation est devenue suffisamment grave pour que la loi américaine d'autorisation de la défense nationale de 2026 rende explicitement l'aide sécuritaire américaine à l'Irak conditionnelle à ce que le gouvernement irakien maîtrise ses milices. Ceux qui subissent cette bataille politique n'ont rien à voir avec elle. La minorité sunnite d'Irak a vu des milices soutenues par l'Iran opérer dans des régions stratégiques, et elle craint que Téhéran n'utilise l'identité confessionnelle pour évincer systématiquement les sunnites de ces zones. Pour eux, l'ingérence iranienne est une question existentielle, pas seulement politique. Au sein de la population chiite d'Irak, la situation est plus divisée qu'elle n'en a l'air vue de l'extérieur. Une part importante des chiites irakiens, y compris ceux dirigés par Muqtada al-Sadr, rejettent activement le modèle de gouvernance iranien. Ils ne veulent pas reproduire le système iranien en Irak. Leur position est claire. Ils accusent l'Iran de transformer l'Irak en un marché mondial pour ses marchandises et en un champ de bataille pour ses guerres. Mais ce qui relie tout le monde, c'est ce dont ils dépendent tous pour survivre. En 2026, l'Iran utilisait déjà l'eau et le gaz comme outil de pression politique. Il avait souvent limité l'eau des rivières entrant en Irak et diminué les exportations de gaz nécessaires à l'électricité du pays. Cela a entraîné des pénuries d'électricité, un manque d'eau, et de vastes manifestations anti-iraniennes dans les villes irakiennes. Combattre des ennemis est justifié, mais transformer un ami en ennemi est insensé. La relation du Qatar avec l'Iran a toujours différé de celle du reste du Golfe. Alors que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis étaient hostiles à Téhéran, le Qatar a pris une autre voie. Il a tenté de rester neutre, de maintenir le dialogue et d'agir en médiateur. Pendant des décennies, cette stratégie a fonctionné, pour une raison pratique. Le Qatar et l'Iran partagent le plus grand champ gazier offshore, appelé North Dome par le Qatar et Satpars par l'Iran. Cette ressource partagée impose une coopération énergétique structurelle entre les deux pays. Impossible d'être en conflit avec le pays avec lequel on doit partager son atout le plus précieux. Et cette logique a été mise à rude épreuve en 2017 lorsque l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont imposé un blocus total au Qatar. Ils ont en partie accusé Doha d'être trop proche de l'Iran. Le Qatar a dû encore renforcer cette relation par nécessité. L'Iran a ouvert son espace aérien aux avions qataris, ses ports aux navires qataris, et a fourni des importations alimentaires durant le blocus. Cela a donné au Qatar une raison pratique solide de préserver ses liens avec Téhéran, même après la fin du blocus en 2021. Après la crise, le Qatar s'est encore plus délibérément posé en médiateur. Il a salué,
L'accord nucléaire iranien de 2015 a appelé au dialogue régional plutôt qu'à la confrontation, et a maintenu des relations diplomatiques fonctionnelles avec Téhéran, alors que tous les autres États du Golfe prenaient la direction opposée. Le Qatar pensait sincèrement que sa position de seul pays digne de la confiance de l'Iran lui donnait une valeur unique dans la région. Mais en 2025, cette conviction a été brisée. Une frappe israélienne sur le champ gazier de South Qatar en Iran a entraîné une menace de représailles iraniennes, visant tant les adversaires que les neutres. Le Qatar, qui avait tout tenté pour ne pas devenir l'ennemi de l'Iran, s'est tout de même retrouvé visé. Le 18 mars 2026, des missiles iraniens à longue portée ont frappé la ville industrielle de Ras Laffan. C'est la plus grande installation de GNL au monde et le cœur battant de toute l'économie du Qatar. L'attaque a causé d'importants dégâts, interrompant 17 à 20% de l'approvisionnement mondial en GNL. Qatar Energy a dû déclarer un cas de force majeure. Pour un pays dont la richesse et l'importance mondiale reposent encore presque entièrement sur cette infrastructure, ce n'était pas qu'une frappe militaire, mais une attaque contre l'existence du Qatar comme État moderne. La réponse du Qatar a été rapide et sans précédent. Le 19 mars 2026, Doha a déclaré tous les attachés militaires et de sécurité iraniens à l'ambassade d'Iran persona non grata et leur a ordonné de quitter le pays dans les 24 heures. Le service de sécurité de l'État du Qatar a ensuite annoncé l'arrestation de 10 personnes citoyens et résidents, membres de 2 cellules liées aux gardiens de la révolution au Qatar. C'était la première fois que le Qatar admettait publiquement l'activité de relais de l'Iran au sein de sa propre population. Le Premier ministre qatari a déclaré clairement que le ciblage des voisins du Golfe par l'Iran était prémédité et systématique, et que cela avait détruit ce qu'il appelait l'illusion de l'immunité diplomatique du Qatar. L'inimitié la plus étrange de l'Iran vise un pays qui n'existait même pas encore quand cette inimitié a commencé, les Émirats arabes unis, dont la relation avec l'Iran est fondamentalement contradictoire. Dubaï est depuis des décennies un important centre commercial pour les marchands et le transport maritime iranien. L'argent, les marchandises et les réseaux d'affaires iraniens ont circulé librement à Dubaï. Mais Abu Dhabi, responsable de la sécurité des Émirats arabes unis, a toujours vu l'Iran comme une menace stratégique directe. La séparation entre économie et sécurité a longtemps marqué la position des Émirats arabes unis, mais une blessure territoriale persiste sous cette politique. Le 30 novembre 1971, seulement 2 jours avant que les Émirats arabes unis ne soient officiellement établis comme pays, les forces navales iraniennes ont saisi 3 îles, Abu Moussa, Grande Tombe et Petite Tombe. Les forces iraniennes ont expulsé les Arabes locaux, détruit postes de police et écoles, puis proclamé les îles territoires iraniens. Les Émirats arabes unis ont tenté pendant des décennies de porter ce différend devant la Cour internationale de justice. L'Iran a refusé à chaque fois, qualifiant les îles de partie inséparable de son territoire. Pour les Émirats arabes unis, ce n'est pas une simple note de bas de page historique. C'est une occupation active, non résolue. En plus des îles, les Émirats arabes unis ont soutenu les sanctions contre l'Iran et rejoint la coalition saoudienne au Yémen contre les Houthis. Ils ont dépensé des milliards pour des systèmes de défense aérienne sophistiqués contre la menace des missiles iraniens. Les attaques des Houthis depuis le Yémen inquiétaient, car elles ciblaient les réseaux de transport et logistique essentiels à l'économie des Émirats arabes unis. En 2026, les Émirats arabes unis sont devenus le pays le plus ciblé du Golfe. Les frappes de l'Iran ont touché le Burj Al Arab, le centre financier international de Dubaï, le port de Jebel Ali, la raffinerie de Roua Est et le complexe pétrochimique de Fouchara. Ce n'étaient pas des cibles choisies au hasard. Elles incarnaient l'identité des Émirats arabes unis comme centre financier et commercial mondial. Les gardiens de la révolution islamique ont accusé les Émirats arabes unis d'aider les opérations militaires américaines et s'en sont servis comme justification. Les Émirats ont alors déployé leur arme la plus puissante. Ils n'ont pas tiré une seule balle, mais ils ont infligé bien plus de dégâts à l'Iran que l'Iran n'en a jamais causé aux Émirats arabes unis. Dès le 1er mai 2026, les Émirats arabes unis ont annoncé quitter l'OPEP, conséquence directe de la perturbation de leur stratégie énergétique due à la guerre. La décision des Émirats arabes unis de quitter l'OPEP n'était pas qu'une question énergétique, mais un signal montrant que la guerre fragilisait l'une des alliances économiques majeures mondiales. À court terme, cette sortie n'a pas beaucoup changé la donne. Les dégâts étaient causés par la guerre. La production totale de l'OPEP a chuté de 27% pour atteindre 20,79 millions de barils par jour en mars 2026. Le détroit d'Ormuz est sous pression et les infrastructures des Émirats attaquées, donc ils ne peuvent pas vraiment augmenter leur production. Ainsi, du côté de l'OPEP,
cela change très peu de choses pour qui que ce soit pour le moment. Mais à long terme, une fois le conflit stabilisé, les Émirats arabes unis seront libres de produire sans restriction de quotas, avec l'ambition de porter leur production à 5 millions de barils par jour. Ce volume, mis sur le marché sans contrainte, pourrait inonder l'offre mondiale, faire baisser les prix du pétrole et éroder le pouvoir de fixation des prix que l'OPEP maintient depuis des décennies. Pour l'Iran, ce scénario serait très préjudiciable. Son économie subit déjà la pression des sanctions et du coût de la guerre, dépendant fortement des revenus pétroliers. Un contexte d'après-guerre où les Émirats arabes unis produisent co-librement, l'OPEP est divisée et les prix chutent, nuirait fortement aux finances iraniennes au moment où elles en ont le plus besoin. Certains analystes voient déjà le départ des Émirats arabes unis comme le début de la fin de l'OPEP en tant que cartel efficace. Et cela constitue une autre conséquence à long terme d'un conflit que l'Iran a choisi d'aggraver. Les Émirats arabes unis ont puni l'Iran en quittant l'OPEP. Mais savez-vous ce que le Koweït a fait contre l'Iran ? Ils ont arrêté des photographes. En 2003, pendant l'invasion de l'Irak par les États-Unis, le Koweït a arrêté une cellule d'espionnage des gardiens de la révolution islamique. Ils surveillaient et photographiaient les bases militaires américaines au Koweït, transmettant les mouvements de troupes à Téhéran. En 2015, la cellule Abdali est apparue. Les forces de sécurité ont saisi 19 tonnes de munitions, 144 kg d'explosifs et 68 kg de TNT, tous liés aux gardiens de la révolution islamique et au Hezbollah. Les interrogatoires ont révélé que la cellule prévoyait de démolir les fondements sociaux et économiques du pays. En 2026, le même schéma est réapparu. Le 25 mars, le ministère de l'Intérieur du Koweït a annoncé l'arrestation d'un réseau lié au Hezbollah, qui projetait d'assassiner des hauts responsables et recruter pour des opérations de sabotage. La cellule comptait 5 citoyens koweïtiens et une personne déchue de sa nationalité. 14 autres suspects, dont des Libanais et des Iraniens, avaient déjà fui avant les arrestations. Puis, en avril 2026, des frappes iraniennes ont touché la raffinerie d'Al-Hamadi et une usine de dessalement. Cela a tué 4 soldats et 6 civils. La Kuwait Petroleum Corporation a été touchée par un drone iranien. Le gouvernement a réclamé un cessez-le-feu immédiat et remis en cause la politique étrangère du CCG envers l'Iran. La géographie du Koweït l'expose fortement, situé près du sud de l'Irak où se concentrent les milices soutenues par les gardiens de la révolution islamique. Ceci en fait une cible pour les attaques asymétriques et discrètes, spécialité de l'Iran. Le Koweït a toujours tenté de garder un équilibre prudent avec l'Iran, tandis que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis durcissaient leur position. Le Koweït gardait des liens avec Téhéran tout en respectant les sanctions américaines et onusiennes. Pour ce petit pays voisin des régions sud de l'Irak, contrôlé par les gardiens de la révolution islamique, cet équilibre relevait d'une stratégie de survie, pas seulement de politique étrangère. Le Koweït agit aussi prudemment pour des raisons internes. Un quart de sa population est chiite, ce qui pousse le gouvernement à surveiller la perception de sa position sur l'Iran. Un autre petit ennemi de l'Iran est ce que ses dirigeants ont appelé leur 14e province. La situation de Bahreïn diffère de celle des autres États du Golfe. La menace de l'Iran n'est pas seulement extérieure, elle traverse aussi la société bahreïnienne. Bahreïn est un petit royaume insulaire dirigé par une famille royale sunnite, mais environ 65 à 75% de sa population est chiite. Cette situation démographique a poussé Bahreïn à voir Téhéran comme un rival régional et une menace existentielle. Les dirigeants iraniens l'appellent leur 14e province. La crainte de Bahreïn repose sur des faits réels. En 1981, 2 ans après la révolution iranienne, l'Iran a soutenu une tentative de coup d'État contre le gouvernement bahreïni via le Front islamique pour la libération de Bahreïn. Le complot a échoué, mais il a instauré une méfiance permanente qui a façonné la politique de Bahreïn depuis lors. Puis vint 2011. Lors du printemps arabe, Bahreïn a vu d'importantes manifestations pour des réformes politiques. Le gouvernement, aidé par la force du bouclier de la péninsule menée par l'Arabie saoudite, a réprimé le mouvement, présentant le soulèvement comme une subversion iranienne et non comme une protestation politique interne. Cette décision a profondément accentué les divisions sectaires et a transformé la dissidence politique en quelque chose que l'État considérait comme une trahison au profit d'une puissance étrangère. Bahreïn accueille la 5e flotte de la marine américaine. Comme vous l'avez deviné, cela en fait une cible principale en cas de frappe iranienne contre des intérêts américains dans le Golfe. Ce n'est pas une préoccupation théorique. Cela influence les calculs de sécurité bahreïniens chaque jour. Et en 2026, ces craintes sont devenues concrètes. Bahreïn a intercepté plus de 650 missiles et drones iraniens, y compris des frappes visant le quartier général de la 5e flotte et des fonderies d'aluminium essentielles. Le gouvernement a mené sa répression interne la plus agressive à ce jour.
Depuis le 28 février 2026, les autorités ont arrêté plus de 200 personnes principalement chiites, accusées de sympathiser avec l'Iran. 14 personnes ont été accusées d'espionnage pour le CGRI, de divulgation de secrets d'État et de formation militaire en Iran. Le gouvernement a déclaré que certains de ses propres ressortissants avaient envoyé des évaluations des dégâts après les frappes directement à l'armée iranienne, alors que les attaques étaient encore en cours. Le 27 avril 2026, Bahreïn a révoqué la citoyenneté de 69 personnes pour avoir soutenu ce qu'il a qualifié d'actes hostiles de l'Iran. Ils ont aussi exigé un examen plus large de la citoyenneté, ciblant les militants soupçonnés d'agir sous influence iranienne. Pour la famille Al-Khalifa, ce n'était pas qu'un problème de politique étrangère. Il s'agit de maintenir l'État uni face à une puissance extérieure qui tente de le diviser de l'intérieur. Au-delà de l'histoire, de la religion et de la politique, il y avait une autre raison pour laquelle les pays arabes craignent l'Iran. C'est la puissance militaire brute et le levier stratégique dont Téhéran dispose sur chacun d'entre eux. L'Iran dispose d'avantages structurels qu'aucune diplomatie ni dépense de défense n'a pu neutraliser. En 2026, ces atouts sont devenus évidents aux yeux du monde entier, le plus puissant étant la géographie. L'Iran est situé sur la rive nord du détroit d'Ormuz, ce passage maritime étroit par lequel transite chaque jour 20 à 30% du pétrole mondial et une part importante du GNL mondial. En mars 2026, l'Iran a imposé un blocus, exigeant que tous les navires obtiennent une autorisation avant de traverser ses eaux. Le trafic s'est presque entièrement arrêté. Les exportations de GNL du Qatar ont été bloquées, et le Brent a grimpé à plus de 120 $ le baril presque immédiatement. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis disposent d'oléoducs de contournement limités, mais le Koweït et le Qatar n'ont pas d'alternative réelle. L'Iran inflige de lourds dégâts économiques sans tirer de missiles, utilisant simplement sa position géographique. Mais lorsqu'il s'agit de survie, les États du Golfe dépendent des usines de dessalement côtières pour 70 à 90% de leur eau douce. Ces usines sont exposées le long des côtes du Golfe, bien à portée des missiles et des drones iraniens. En 2026, l'Iran a frappé plusieurs de ces installations et sonde depuis des années les systèmes d'eau du CCG via des cyberattaques. Une longue perturbation ne serait pas qu'un inconvénient. Elle paralyserait les foyers, l'industrie et le secteur pétrolier et gazier. Pour les populations du Golfe, attaquer les infrastructures hydrauliques équivaut à une guerre contre les civils. Militairement, les chiffres dressent un tableau très inquiétant. Le stock de missiles balistiques de l'Iran dépasse 2500 missiles. Pendant le conflit de 2026, l'intensité des tirs entrants a rapidement mis les systèmes de défense aérienne du Golfe à rude épreuve. Les Émirats Arabes Unis et le Koweït ont utilisé environ 75% de leur stock d'intercepteurs Patriot. Bahreïn en a épuisé environ 87%. Les défenses arabes nécessitaient 2,5 intercepteurs par missile entrant simplement pour maintenir un taux d'interception acceptable. Les drones iraniens coûtaient environ 20 000 $ chacun. Les missiles patriotes pour les intercepter coûtaient environ 4 millions de $ chacun. L'Iran épuisait ainsi les budgets de défense du Golfe à un coût bien moindre pour lui-même. Les États-Unis ont lancé des réapprovisionnements d'urgence pour maintenir les défenses aériennes du Golfe, tandis que la question nucléaire reste en suspens. À la mi-2025, l'Iran avait poussé l'enrichissement de l'uranium à des niveaux proches de ceux nécessaires à la fabrication d'armes, accumulant suffisamment de matière pour une percée rapide. Téhéran a clairement affirmé que le démantèlement total constitue une ligne rouge infranchissable. Cela a fait de l'Iran un état du seuil nucléaire. Et cela a directement changé les calculs liés au conflit de 2026. Les États-Unis et Israël ont renoncé à une offensive terrestre, permettant à l'Iran de poursuivre sa stratégie de guerre par procuration et d'usure dans la région. Téhéran a créé et financé un réseau de groupes armés supplétifs dans la région. Le Hezbollah au Liban, diverses factions de milices en Irak regroupées sous le nom des forces de mobilisation populaire, et le mouvement Houthi au Yémen. Ces groupes permettent à l'Iran d'étendre son influence hors de ses frontières, de faire pression sur des gouvernements rivaux, de perturber des routes maritimes et de cibler des infrastructures énergétiques, tout en niant toute implication directe. Le roi Abdallah II de Jordanie a appelé ce réseau le croissant chiite, un arc continu d'influence iranienne s'étendant de l'Iran à travers l'Irak et la Syrie, jusqu'au Liban et au Yémen. Pour les monarchies du Golfe, c'est l'aspect le plus frustrant de cette dynamique. L'Iran s'est doté d'une capacité à frapper et déstabiliser la région, tandis que le coût d'une riposte militaire totale augmente. Son arsenal, dispersé et souterrain, est constamment réapprovisionné par la production nationale. Les États du Golfe restent réactifs, tandis que l'Iran maîtrise le rythme. Seul le temps dira si les États-Unis et Israël seront capables de contenir l'Iran, ou même si l'Iran survivra tout court.